Alors déjà, merci à tous d'être là. Bon appétit si vous mangez pendant qu'on parle, parce que je pense que c'est l'heure de déjeuner pour beaucoup d'entre nous. Je vais me présenter, hein, je suis Florian Ziliox, je suis coach agile actuellement chez Colissimo. Je pense que si vous besoin de me trouver, vous me trouverez sur LinkedIn. Je pense que le plus important, c'est de passer au talk et surtout de remercier tout le monde, les organisateurs, tous ceux avec qui j'étais en direct, que ce soit Fabrice, Morgane ou Nicolas. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravi d'être là. Et commençons tout de suite. Bien sûr, il y aura du temps pour les questions. Je vais essayer d'emménager le plus possible. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? OK. Le talk d'aujourd'hui, il va aborder une question que on a tous abordée à un moment ou à un autre. Comment devient-on agile? Alors, vaste question, qui en appelle une première tout de suite, c'est oh, mais c'est quoi être agile? C'est quoi être agile? Écoutez, depuis 20 ans maintenant, on a effectivement un document de référence, quelque chose qui pose les bases de ce qu'est l'agilité. Je pense que vous le voyez venir. C'est le manifeste agile, 4 grandes valeurs, 12 principes, quelque chose qui a vraiment fait école. Hein, si on fait ces 20 ans, c'est que ça a vraiment du sens. Moi, je lui reproche quelque chose aujourd'hui, et d'ailleurs, ça semble être assez courant, parce que la page Wikipédia du manifeste ne cesse pas de voir ses vues baisser. C'est qu'il est très difficile de le résumer comme un elevator pitch. En quelques mots, comment tu peux me le résumer? Et pour ça, en fait, quand on me demande ce que c'est qu'être agile, je m'appuie sur une conférence qu'a donnée il y a quelques années Pablo Perno, qui interviendra aujourd'hui aussi, sur OK, comment on pourrait résumer avec nos propres mots. Et lui, il y voit 4 grandes valeurs aussi, mais formulées différemment. La première, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire qu'on décentralise le centre de prise de données, donc de décision. La décision, désormais, revient aux équipes. Si les équipes sont responsabilisées, il faut qu'elles aient le droit à l'erreur. Ouais, effectivement, tu es responsable, donc on espère que tu vas réussir, mais on accorde le droit de te tromper. Pour éviter que ce soit une énorme catastrophe, on va devoir mesurer régulièrement, l'équipe va devoir mesurer régulièrement si elle avance dans la bonne direction. Donc ça, c'est aussi une grande valeur qu'on trouve dans tous les grands frameworks agiles, à mesurer régulièrement, et dans toutes les méthodologies agiles généralement. Et enfin, pour pouvoir mesurer régulièrement, qu'est-ce que ça implique? Découper, pour livrer de la valeur régulièrement. Et ces grandes valeurs qu'énonçait Pablo, c'était en 2017, c'est celles-ci sur lesquelles je vais m'appuyer aujourd'hui pour définir ce qu'est être agile. Et je vais vous faire un retour d'expérience, d'une expérience que j'ai menée auprès d'une équipe de Colissimo. J'en accompagne 3 actuellement, mais celle-ci mérite d'être présentée parce que c'est vraiment une super équipe. Donc, je vais vous les introduire rapidement. D'abord, on a nos développeurs avec un tech lead qui s'appelle Hamid, des développeurs masculins qui s'appellent Mbaye et Ashref, et une développeuse qui s'appelle Chloé, et qui, au stade où moi je découvre cette équipe, a déjà endossé un rôle de facilitatrice ou de Scrum Master, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui. Cette équipe-là, elle est alimentée, le backlog de cette équipe-là, il est alimenté par un PO, qui est en fait un ancien chef de projet à MOA, qui s'appelle Mathieu. Et l'équipe est rejointe par non pas un, mais 2 testeurs. En fait, au centre, on a Jonathan, qui est notre testeur principal, et à droite, Moez, qui est plutôt là en support, en soutien, qui aide la montée en compétences de Jonathan. Donc, ce n'est pas forcément un test lead sur ce sujet, mais il est quand même présent dans l'équipe assez régulièrement. Et toute cette équipe, elle est embarquée au moment où moi je la rencontre, ils ont déjà commencé à travailler, dans la création d'un tout nouveau projet pour Colissimo, un tout nouveau produit, qui est un back-office destiné aux commerciaux, et c'est un projet qu'ils ont initié en V à l'époque. Assez naturellement, c'est comme ça que ça se passait chez Colissimo, on initie en V, et ça sous-entendait de longues spécifications. De mémoire, il y avait 70 ou 80 pages de spécifications qui avaient été rédigées en amont avant d'avoir codé la première ligne. Donc, j'imagine que ça devait répondre à tout le besoin en une fois. C'est assez intéressant quand on sait comment c'est pratiqué aujourd'hui. Les tests de l'équipe à cette époque-là sont 100% manuels. Alors, ils pourraient effectivement embrasser une démarche d'automatisation, mais là, à ce moment-là, tout est manuel. Et cette équipe-là, même si elle s'entend bien, même si elle sent que sa manière de travailler fonctionne, elle ressent de manière assez spontanée le besoin d'être agile. Alors, et c'est assez intéressant parce que quand moi je les rencontre, ils me disent ça très naïvement, ouais, on a besoin d'être agile. Et ils n'arrivent pas à me dire exactement pourquoi. En revanche,
ils se posent des questions sur eux-mêmes ou sur la manière de travailler qui, effectivement, légitiment leur besoin d'être agile. La première, elle vient des développeurs. Oui, ces grandes spécifications qui ont été écrites longtemps à l'avance, elles ont déconnecté nos développeurs du sens de ce qu'ils étaient en train de construire. Ils ne comprennent plus vraiment l'aspect fonctionnel de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans un tunnel où ils développent vraiment sans comprendre les implications que ça va avoir pour l'utilisateur. Et puis, j'ai mon PO débutant, on va dire, parce qu'il commence, hein, qui se dit, mais moi, j'ai un vrai souci aussi, c'est que toutes les solutions fonctionnelles que j'ai en tête, il faut que je vérifie qu'elles répondent bien à un besoin métier. Comment je raccroche ça? Comment j'arrive à comprendre que je réponds bien à des besoins métiers et des besoins utilisateurs par extension? Et puis, il y a une troisième question et qui vient du testeur et des testeurs à ce moment-là, c'est mais tu es sûr qu'on fait vraiment partie de l'équipe de dev? Et cette question-là, elle va avoir une signification, vous allez voir dans le reste de cette présentation, qui n'est pas du tout anodine, même si elle semble plus légère que les deux autres. Donc, quand il me pose ces questions-là, moi, je me sens bien qu'il y a un besoin de changement, il y a un besoin de peut-être effectivement devenir agile, hein, en tout cas, mais il y a besoin d'en finir avec le cycle en V pour se reconnecter à nos utilisateurs. Et donc, du coup, ouais, on va devenir agile, mais par où on commence? Et le truc, c'est quoi le plan? Et à ce moment-là, et c'est peut-être pour ça que je vais prendre un peu de temps pour en parler, quand on parle d'agilité, il y a des valeurs, hein, ou en tout cas des idées préconçues qui entachent un peu la perception qu'on a de l'agilité. Des choses dont il faut absolument se débarrasser. La première, c'est si tu deviens agile, forcément, tu prends Scrum. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, de manière très superficielle, Scrum, c'est l'agilité. Ça résume toute l'agilité. Ensuite, autre idée préconçue et pas des moindres, tu crées un Kanban board. Pourquoi? Je ne sais pas, ils ont tous un Kanban board, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. La notion de flux à ce moment-là n'est pas forcément évidente pour tout le monde, mais ils disent tout le monde en a un, donc il nous en faut un. OK. Et puis tu mets plein de réunions, parce qu'il faut des rituels. Apparemment, ça semble être ça l'agilité. Et à ce moment-là, c'est bon, tu es agile. Il y a toujours une petite voix aussi qui vient qui dit n'oublie pas les post-it, parce que t'es pas, sans post-it, tu n'es pas agile. Alors, je ne vais pas vous insulter. Hein, je pense que tout ça, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce ne sont pas une bonne perception de l'agilité, mais je préfère les mettre à plat parce qu'il faut vraiment les effacer de notre esprit, réellement, définitivement. Moi, je vais plutôt, pour conduire le changement de cette équipe-là, tenter d'infuser ces grandes valeurs d'agilité, ces grandes valeurs que j'ai énoncées plus tôt, au travers d'un sujet qui peut concerner toute l'équipe. Et pour ça, j'ai besoin d'un acteur clé, un acteur qui pourrait effectivement être un porteur qui amènerait l'équipe à grandir. Et ce porteur, ça pourrait être lui, l'acteur du changement, l'acteur central. Alors quand j'en parle, même lui se dit, mais pourquoi moi en fait? J'ai même pas l'impression que je fais partie de l'équipe, pourquoi moi? Et ça, en fait, c'est raconté dans son quotidien. C'est raconté dans la manière dont il travaille à cette époque-là chez Colissimo. Et je vais vous montrer un peu comment Colissimo avait amorcé le passage du cycle en V vers l'agilité avant que je n'arrive. Donc, OK, le cycle en V, au départ, on a une idée. Cette idée, on a envie de la proposer à un très grand nombre d'utilisateurs. Hein. Du coup, elle va passer par un certain nombre d'étapes, des étapes très longues, un cycle en V. Tout d'abord, une période de spécification, où effectivement, on a généralement un chef de projet qui recueille du besoin métier et utilisateur et qui écrit des spécifications pendant un très long moment. Il écrit tout en une seule fois, généralement. Hop, et il a fini, et il peut livrer ça, et il livre ça à une équipe de développeurs. L'équipe de développeurs prend connaissance du projet à ce moment-là, c'est qu'il y a généralement un kick-off qui est lancé, et effectivement, à partir de là, on va leur demander de macro-chiffrer ce qu'ils veulent, de donner un délai de combien ça va coûter. Généralement, c'est en temps homme à ce moment-là. Et puis, ils vont cadrer le projet, réfléchir techniquement comment ils vont le construire, et puis coder à l'infini, parce qu'en fait, ils vont coder pendant tellement longtemps qu'ils vont se déconnecter complètement du sens de ce qu'ils faisaient. Mais ils vont tout faire en une fois. Et une fois que c'est fait, ils transmettent ça à un testeur, qu'on appelle un recetteur à cette époque-là, dans ce cadre-là, qui lui, pareil, il est un peu en bout de chaîne, donc il prend connaissance du projet, il le découvre, il va devoir écrire un référentiel qui permettra de valider ce projet-là. Donc on est en période de validation à ce moment-là. Il va tester beaucoup. Et éventuellement, si le projet, la nouvelle fonctionnalité s'inclut dans quelque chose qui est déjà existant, il va faire de la non-régression. Oui, forcément, il a besoin de vérifier qu'on n'a pas cassé l'existant.
il va faire un petit rapport, et en une seule fois, il aura tout livré. Ça, c'est ce qui se passe en cycle en V. C'est assez schématique, mais c'est vraiment la base du cycle en V. Et c'est comme ça qu'à l'époque, ça se passe chez Colissimo. Au moment où ils embrassent un début d'agilité, bien avant que je n'arrive encore, des choses ont déjà changé. Okay, ils ont accepté que désormais, on allait réduire le temps de cycle, et donc on allait passer des choses beaucoup plus petites à la fois. Et puis, ils se sont dit, bah, c'est bien de rapprocher ce qui est désormais un product owner du développeur pour qu'il puisse co-construire les spécifications. À ce moment-là, cadrer directement techniquement le projet, et puis, sous forme de poker planning, estimer le coût de chaque de petite tâche. C'est bon, à partir de là, le développeur peut commencer à travailler tranquillement, il va coder, il connaît le projet, il va le livrer, et là, il ne le livre pas à quelqu'un de son équipe, il le livre dans une autre unité. Il le livre à ce moment-là au testeur, donc qui est vraiment à part, et qui, lui, finalement, écrit un référentiel de test vraiment à ce moment-là, et puis il va tester, faire de l'anorisation, faire son rapport. Donc finalement, lui, son quotidien n'a pas tant changé que ça. Sauf qu'on a oublié une chose, c'est que pendant qu'un développeur réalisait une tâche, toute l'équipe en a réalisé d'autres, en fait. Et que finalement, son travail qu'il faisait en une fois, là, se multiplie. Puis ça, en fait, finalement, ça résume ce qui a pu se passer si vous êtes en Scrum sur un sprint. Mais qu'est-ce qui se passe si finalement, on a un énorme nombre de sprints qui s'enchaînent? Voilà, parce qu'en finalement, le produit ne s'arrête jamais, les sprints s'enchaînent. Et effectivement, notre testeur, assez rapidement, il comprend qu'il est juste la cinquième roue du carrosse, qu'il est en train de se faire arnaquer, qu'il va être surchargé de travail. Et ça se manifeste de manière très, très, très claire sur le workflow de l'équipe. Donc, généralement, ils ont un Kanban board. Effectivement, avec, là, de manière schématique, il n'y a que 4 colonnes, mais parfois, il y en a beaucoup plus. Donc, plus vous en avez, plus je pense que vous prenez du risque de vous perdre quelque part. Mais en tout cas, là, c'est la forme la plus simple. Et donc, on fait avancer ces petites tâches, etc. Et dans la colonne de test, en fait, on se rend compte que tout semble bloqué. Parce qu'en fait, notre testeur, il est juste sous l'eau. Ça devient un goulet d'étranglement. Et on se dit, mais en fait, rien ne passe. Et donc, lui est surchargé de travail, il ressent une vraie pression. Mais ça a également une implication directe pour toute l'équipe. Pour toute sa réussite, en fait. Parce que cette colonne qui ne se dépile plus, et donc on ne termine plus rien, c'est une équipe qui va globalement délivrer beaucoup moins, ou ne plus tout délivrer en fait. C'est-à-dire qu'elle produit moins de valeur, et si elle produit moins de valeur, elle recueille moins de feedback auprès de ses utilisateurs, puisqu'elle met moins régulièrement en production. Et pendant ce temps-là, en fait, n'ayant pas de contre-ordre, le backlog, il continue à s'alimenter. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre PO qui, lui, prend de l'avance. Oui, il n'y a pas de contre-ordre, il n'a pas d'indication qu'il est dans la mauvaise direction, qu'il est en train de peut-être commettre une erreur, donc il construit son backlog de manière très, très compulsive. Voilà, il se dit qu'il prend de l'avance. Et ça, en fait, c'est un nom, hein, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelle, hein, c'est du cycle en V déguisé. On y a mis un vernis agile avec quelques petits outils et rituels, mais en fait, on fait toujours du cycle en V. Parce que finalement, vous savez, dans les grandes valeurs qui étaient énoncées, le fait de recueillir régulièrement des feedbacks, le fait de découper correctement, ça ne nous arrive plus parce qu'en fait, quand le testeur a terminé, il passe tout en une fois. Et au moment où j'arrive, en fait, cette équipe-là, elle a plusieurs sprints de retard entre ce qui a été terminé de développer et ce qui arrive réellement en production. C'est un vrai problème. Donc, je pense qu'il faut revoir notre méthode à ce moment-là. Et moi, je m'inspirais d'une observation qu'a faite John Cutler. John Cutler, je pense que vous le connaissez. Hein. Alors, ce n'est pas un testeur, ce n'est pas un développeur, ce n'est pas un coach, c'est quelqu'un qui aime produit. C'est un product evangelist, comme il se présente lui-même. Et lui, il a observé ça dans des grandes organisations sur leur manière de travailler et la manière dont ils conduisent leur changement pour que ça se passe bien. Au tout départ, assez naturellement, l'équipe, ou en tout cas l'organisation, va s'organiser en silo. Tout simplement, ils vont construire des services qui ont des responsabilités bien déterminées, qui vont se passer le relais régulièrement, de tâche en tâche, sans vraiment communiquer à part ce passage de relais. Bon, ça, lui, l'appelle waterfall, nous on l'appelle éventuellement cycle en cascade, cycle en V. C'est effectivement
le problème auquel fait face Colissimo et l'équipe quand j'arrive. Lui, là, il a observé ça, c'est que entre le moment où l'équipe passe de ce waterfall à une orientation produit, il ne parle pas d'équipe qui devient agile, mais en gros qui, par les bienfaits de l'agilité, qui réussit à chercher le sens, et le sens, c'est orienter tout ça vers le produit, il identifie un certain nombre d'étapes. L'idée, c'est, comment dire, d'y aller, il a vu que ça arrivait progressivement. Et la première étape, c'est déjà réunir certaines tâches dans une même équipe. Et les 2 premières tâches qu'il va réunir, c'est la construction et le test. C'est-à-dire développer et tester. Tout ça doit être fait par une même équipe. Donc tout à coup, notre testeur ne devrait pas être dans une autre équipe. Et puis, vous en doutez, il va enchaîner ça différemment. Voilà, il se dit qu'après, il faudra que l'équipe soit capable de elle-même réaliser sa release. Voilà. Mais il ajoute une nouvelle condition. Et cette condition, elle est essentielle dans le cas d'aujourd'hui. C'est que les tâches qui sont prises en charge par l'équipe doivent désormais commencer à être faites et finies ensemble. Ce qu'il entend par ensemble, c'est dans une même unité de temps. Et les 2 premières qu'il voit comme naturellement s'imposer à être commencées, faites et finies ensemble, c'est le build et le test. Cette même unité de temps, ça pourrait être un sprint, par exemple, c'est-à-dire commencer une tâche, la développer et la finir pendant un même sprint. Ce qui est complètement contradictoire avec ce qui se passe actuellement pour notre testeur chez Colissimo. Alors, je vous passe le développement de ce qu'il a observé derrière, mais vous en doutez, l'idée, c'est qu'à la fin, on obtient une vraie product team qui commence, qui fait et qui finit tout sur la même unité de temps ensemble, et c'est à ce moment-là qu'effectivement, le plein potentiel est atteint selon lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément cette étape-là, parce que, comment dire, commencer, faire et finir ensemble le build et le test dans le même sprint, c'est peut-être la première étape du changement de mindset. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai mon testeur qui me dit ouais, alors non, ça c'est facile à dire, mais théoriquement ça a l'air super bien, mais je ne vois pas comment on va l'appliquer. Et puis il y a souvent cette voix qui arrive derrière, qui est souvent un développeur, qui dit bah, c'est simple, il faut juste automatiser. Et avant d'aller plus loin, je vais comment dire, revenir sur ce que j'appelle le fantasme de l'automatisation, ce moment où on se raconte à nous-mêmes, où on raconte à un manager, où on raconte à quelqu'un ce que peut être l'automatisation, ce qu'on a dans notre tête. On imagine ces dizaines, voire ces centaines de scripts automatisés qui exécutent du test à volonté, le jour, la nuit, à n'importe quel moment, et qui finalement remplacent le testeur. Sauf qu'en fait, on oublie un truc, c'est qu'il n'y a pas plus stupide en fait qu'un test automatisé. Et qu'il faut déjà y infuser une réelle intelligence, et cette intelligence-là se trouve chez le testeur. Et donc, quand on veut passer dans l'automatisation, pour pouvoir transmettre cette intelligence à nos scripts automatisés, il y a des étapes à franchir, des étapes qui sont longues parfois, une longue route à parcourir vers l'automatisation. La première, et ce n'est pas des moindres, c'est que la qualité doit devenir l'affaire de tous. C'est-à-dire que ce n'est plus la responsabilité d'une équipe ou d'une personne au sein de l'équipe, c'est la responsabilité de l'organisation. On est conscient qu'on est en train de faire quelque chose d'important, mais que ça doit être de qualité. Ensuite, et ça c'est aussi une étape qui n'est pas facile, c'est que désormais on doit être capable de maîtriser nos risques. On doit être capable, quand on doit automatiser, de savoir où se situent les risques que l'on prend, parce que c'est ça qu'on doit automatiser, et se défaire du je vais tout automatiser et ça ira bien. Non, il faut maîtriser ces risques. Autre étape importante, c'est que les tests doivent être orientés utilisateurs. C'est-à-dire que l'utilisateur est au centre de comment on va automatiser. Il faut qu'on se calque sur la manière dont il utilise notre produit pour savoir ce qu'on doit automatiser. Si on ne le fait pas, effectivement, on produit généralement des tests qui n'ont pas une grande valeur ou qui ne trouvent pas d'anomalie. Et enfin, l'automatisation au sein d'une organisation, c'est comme un produit. C'est-à-dire que ça ne se construit pas en 5 minutes, et donc ça ne s'improvise pas. Il y a effectivement le besoin de définir une roadmap avec des besoins et d'itérer dessus. Si on n'a pas ça, effectivement, généralement, ça donne quelqu'un qui POC un test automatisé, qui dit « Ah, c'est bon, ça marche », et puis quelques mois plus tard, on est toujours au niveau du POC parce qu'on n'a pas construit réellement quelque chose qui nous permettrait d'arriver vers une vraie démarche d'automatisation. Moi, dans la situation dans laquelle je suis à ce moment-là, je n'ai pas le temps. Tous les tests sont manuels, et je n'ai pas le temps de me dire « Ok, dans 6 mois, j'aurai quelque chose qui me permettra de commencer, faire et finir ensemble chaque tâche en build et test. » Donc, en gros, il me faut une solution immédiate, et je vais aller puiser dans ce qu'on appelle le shift left testing. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde de ce que c'est, donc je vais un peu le résumer, et pour ça, je vais revenir sur un peu notre cycle de production un peu plus tôt. Donc, tout à l'heure, quand
en Scrum, notre PO et notre développeur commençaient à travailler ensemble sur une user story, implicitement, sans qu'ils se rendent compte, ils étaient déjà en train d'inclure des bugs. C'est-à-dire que dans la conception, vous avez déjà, par des oublis, par une mauvaise compréhension du périmètre ou une mauvaise communication parfois sur comment sera testé un projet ou utiliser un projet, une fonctionnalité, on est déjà en train de créer des bugs. Et quand notre développeur commence à travailler et qu'il code, ben en fait, les bugs qui avaient déjà été vus, qui auraient pu être vus plus tôt, en fait, lui, il les reproduit. Simplement, il les produit en code désormais. Et quand notre testeur arrive, comme c'était le cas tout à l'heure, bah, il arrive trop tard. Donc l'idée du shift left testing, c'est déjà, on va parler du test dès la première étape, dès la conception. C'est ça, on ramène tout à gauche. Et donc notre testeur fait désormais partie de l'équipe de conception. Alors, il y a plein de noms pour ça. Le premier principal, c'est Tres Amigos, l'atelier Tres Amigos, où on va parler autour d'une user story, des impacts, de ce qui va se passer, et d'être capable de mesurer tous les risques qu'on va prendre. Donc, effectivement, les mêmes étapes qu'avant sont menées, mais on commence déjà à parler de test et testabilité. Et donc, de là, on commence déjà à créer une première documentation qui répondra à comment va être validée la fonctionnalité qu'on est en train de réfléchir. Et ça, en fait, quand c'est transmis au développeur et qu'il se met à travailler de son côté, en fait, il a déjà cette documentation, donc il est capable de lui-même d'effectuer les premiers tests, ou en tout cas de se poser des questions sur est-ce que ça répond réellement aux besoins tels qu'il va être testé derrière. Ça le dit, tout simplement. Et tout à coup, notre testeur, en fait, il teste moins en bout de chaîne. Et donc, le shiftless testing, c'est tester plus tôt et plus souvent. On y réfléchit dès la première étape. Quand je dis réfléchir au test dès la conception, c'est déjà tester, en fait. Et ça a vraiment des impacts vertueux. Tout d'abord, on va mieux comprendre le périmètre d'une user story. Ça, c'est réellement intéressant. Par le test, on comprend toutes les implications. Forcément, on va anticiper des risques. Et ça, c'est très important si on veut un jour faire l'automatisation, comme je disais plus tôt. Ensuite, on va réduire le temps passé sur les corrections. Comme les corrections, on va se rendre compte très très tôt. C'est-à-dire, dès le dev, finalement, le développeur peut immédiatement corriger et aller beaucoup plus vite. Et puis surtout, on répartit le temps de test. Ce temps de test qui était très important en bout de chaîne, désormais, on l'a scindé à plusieurs étapes du cycle de création du produit. Et ça a réellement un impact sur le fait de pouvoir terminer à temps. Et donc là, l'équipe est prête. Elle est prête, je leur ai présenté un peu ces principes-là, et ils se disent, OK, on a envie d'y aller, ça nous intéresse, et on va passer par deux grandes étapes, deux grands épisodes. Et le premier épisode, c'est un épisode d'acculturation et de collaboration. L'idée, c'est qu'on va commencer par une énorme profession de foi pour toute l'équipe, c'est-à-dire un engagement fort de la part de l'équipe. Ça tient en une phrase, c'est « on est tous des testeurs ». Et c'est tellement important pour l'équipe, l'équipe doit tellement s'en emparer qu'elle doit le porter comme un étendard. Elle doit désormais assurer qu'effectivement, elle a pris conscience que la qualité était au cœur de ses préoccupations. Alors là, à ce moment-là, quand je présente cette profession de foi, généralement, j'ai cette phrase-là. Est-ce qu'on est vraiment des testeurs? Parce que je ne comprends pas trop. Et puis, j'ai mon testeur qui me dit, mais dans ce cas-là, si tout le monde est testeur, moi, à quoi je sers? Et pour ça, il faut revenir à l'origine de ce qu'est, selon moi, le test. Moi, j'ai été testeur par le passé, longtemps, et j'ai eu le temps de me poser plein de questions sur ce que c'était que l'activité de testeur. J'ai eu des tas de théories fumeuses, et puis enfin, je ne vais pas dire que j'ai trouvé la lumière, mais je suis arrivé à quelque chose de très simple, c'est que le test, c'est deux parties. C'est l'équation, c'est la combinaison d'une phase de design, la modélisation du test, qu'est-ce qu'on doit tester et comment on l'anticipe, et l'exécution de ce qu'on a modélisé. La modélisation, le design du test, ça a une très forte valeur. C'est là que se trouve l'intelligence de notre testeur. C'est lui qui est capable, par rapport à une solution fonctionnelle qu'il a apportée, comprendre ce qu'il faudra tester pour la valider. L'exécution, en revanche, tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, tout le monde peut le faire parce qu'on le confie à des scripts automatisés, à des tests auto. Donc, c'est la preuve que c'est à la portée de chacun. Du coup, à ce moment-là, mes développeurs me disent, en gros, on est des testeurs, mais des testeurs exécutants. Et je leur dis, non, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous allez voir que c'est autre chose. Et pour ça, je vais vous prendre la radiographie de comment est testée une user story. Je vais aborder une user story d'un point de vue test. Pour moi, il y a 3 temps du test pour chaque user story.
Le premier, il y a un temps pendant la conception de la user story, un temps pendant le build et un temps de validation. Pendant la conception, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, les 3 partenaires se réunissent et ils mènent un atelier de risque. Ils mesurent tous les impacts et tous les risques qu'ils vont prendre avec cette user story. De là, effectivement, on va devoir écrire une première documentation. On écrit des user acceptance tests, des tests d'acceptation qui vont servir de documentation sur comment va être testée cette user story. Et puis, pour anticiper la manière dont vont se dérouler les tests, on a besoin de créer un jeu de données. Bah oui, on a parfois besoin de se connecter à un compte avec un style d'utilisateur particulier, autant le concevoir dès l'amont pour pouvoir l'avoir à disposition pendant tout le cycle de production. Ensuite, le moment de build, c'est le moment où on va exécuter ces tests d'acceptation. Et je trouve ça important, c'est que tout à coup, on ne parle plus de phase de recette, etc. Pour moi, l'exécution est dans le build. Et puis, à cette période de validation, il y a une vérification de la user story. La user story, c'était une sorte de cahier des charges, on va dire. On vérifie qu'elle répond bien aux besoins. Et puis, comme on est constamment en train d'impacter notre existant, je vais faire de la non-régression. Et ça, ces grands cycles-là, en fait, ils sont partagés en fait, au sein de l'équipe. C'est ça qui est intéressant. Et si je devais résumer ça à un testeur, un développeur et un PO, en fait, je peux vous dire qu'ils ont tous des responsabilités très particulières. Tout d'abord, l'atelier de risque, forcément, c'est animé par notre testeur. C'est lui qui même l'honneur de ce moment-là. Oui, il y participe, mais en fait, toute l'équipe y participe. Au moins un développeur et un PO ici. Et donc, à ce moment-là, je vous assure que le développeur n'est pas du tout un exécutant, puisqu'en fait, toute son expérience technique permet de devancer des risques. La rédaction des UAT, c'est de l'intelligence, c'est du design, c'est de la modélisation, c'est vraiment un testeur qui va continuer à le faire. De même que le dataset, c'est quelque chose de chiant. Mais effectivement, c'est lui qui va devancer tous les besoins qu'on aura en termes de compte, en termes de type de jeu de données. Donc c'est lui qui va s'en charger. En revanche, l'exécution du test, elle est désormais 100% à la responsabilité de notre développeur. Alors on dit souvent que le développeur n'est pas très légitime pour tester lui-même ce qu'il a développé. Sauf qu'en fait, là, il applique un référentiel qui, de toute façon, ne permet pas de passer par des raccourcis qu'il prendrait naturellement. Il est réellement obligé de suivre un cahier de test, si vous préférez, même si ce n'est pas vraiment ça. Il a des prérequis à remplir. La vérification de la user story, on donne ça au product owner, c'est lui qui finalement avait au tout début émis un besoin, en tout cas, et effectivement, c'est lui qui peut vérifier ça. Et la phase de non-régression, qui est une phase répétitive et un peu chiante, à ce stade, elle est encore de la responsabilité de notre testeur. Et ça, en fait, tout ça, c'est globalement la modélisation de la manière dont est effectué chaque test dans cette équipe-là à partir de ça. Mais il y a cette question qui revient et qui est formulée pour la première fois par le testeur, c'est mais comment en amont on va anticiper tous les risques? Et ça, pour ça, il y a une réponse. C'est l'intelligence collective. Alors, aujourd'hui, c'est un terme qui est très, très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est brainstorming, etc. J'ai l'impression c'est devenu un peu galvaudé et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je vais revenir un peu à l'origine de ce qu'est l'intelligence collective et je vais vous parler de Francis Galton, qui est cet anglais qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle. C'est un cousin de Darwin, c'est un fan de sciences, mathématiques, astronomie, plein de choses. Et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas une très haute estime des classes populaires. Notamment en 1867, quand le Parlement anglais élargit le droit de vote à la classe ouvrière, alors uniquement les hommes, on est encore loin du vote pour les femmes, il s'y oppose farouchement avec des arguments qui sont ces gens-là ne sont pas éduqués. Comment pourraient-ils voter et donc décider du devenir de notre pays alors qu'ils n'ont aucune compréhension de ce qui se passe? Comment quelqu'un qui ne comprend rien pourrait avoir un avis pertinent? Lui, il ne croit pas du tout à ça. Et il va avoir une réponse à cette question bien des années plus tard, au moment où il se trouve à une foire agricole. Il va à cette foire agricole, il assiste à un spectacle très particulier. On a mis une vache sur une estrade, voilà, et en face, il y a une foule qui s'est agglutinée, et en gros, par un système de tickets, les gens essaient de deviner le poids de la vache. Et parmi les gens qui tentent de trouver ce poids de la vache, il y a des gens du coin qui sont des paysans, qui ont une très bonne connaissance de combien peut peser une vache, puis aussi des visiteurs, des gens qui, et ce sont majoritairement des visiteurs d'ailleurs,
qui viennent peut-être de la ville, mais qui n'ont aucune vraie connaissance de tout ça. Et donc, ils peuvent éventuellement avoir des réponses complètement aberrantes. À la fin, personne n'a trouvé le poids de la vache. Mais Galton s'interroge, il dit, mais ok, allons un peu plus loin. Et donc, il va récupérer l'intégralité des 500 et quelques tickets de vote qui ont été donnés pour trouver le poids de cette vache. Et il va en créer un petit diagramme. Hop, il va répartir ça et il va calculer, alors pas la moyenne, mais la médiane. Et au miracle, il trouve le poids du bœuf. Et il se rend compte qu'il y a bien une intelligence de foule. Et c'est ça l'intelligence collective. C'est que ce n'est pas juste la somme de personnes qui se sont mises ensemble pour essayer de trouver une solution, c'est qu'à un moment, on a utilisé une stratégie pour faire émerger cette intelligence collective. Ça, là, il utilisait la médiane, mais ça peut être énormément d'autres outils, des outils que, par exemple, un facilitateur peut mettre en place dans des réunions d'entreprise. Et nous, en fait, notre outil de facilitation, notre stratégie pour renforcer l'intelligence collective de l'équipe au moment où il faut deviner les impacts d'une user story, ça a un nom, c'est SFDPO. C'est dérivé d'une technique de test exploratoire que j'ai ouvertement détourné de son utilisation pour en faire un atelier de risque. SFDPO, c'est en gros l'acronyme de structure, fonction, data, plateforme et organisation. L'idée, c'est de concentrer l'attention et les risques et les réflexions sur le risque au travers de ces 5 grands pôles qui permettent de couvrir l'intégralité des risques selon la personne qui l'a créé. Ça reste une heuristique, ça reste une solution qui n'est pas 100% efficace, mais qui a un niveau d'efficacité très très élevé. Alors, si je vais partir un peu dans le détail, la structure, c'est en gros, dans cette nouvelle fonctionnalité, dans cette user story, quels sont les composants techniques qui vont être impliqués. Ça, c'est très important parce que techniquement, on sait qu'il y a des choses qui sont plus risquées que d'autres, des composants qui sont plus risqués que d'autres. La fonction, c'est en gros, qu'est-ce que ça fait concrètement? Si je devais le résumer en 3 points ou en un seul point, est-ce que je peux redéfinir ce que ça va faire concrètement? La data, c'est est-ce que ce qu'on va développer a des implications sur nos bases de données, sur des systèmes d'information extérieurs, et voilà, si ça a une implication vraiment plus basse. La plateforme, c'est en fait sur quelles plateformes vont être impactées. On a des fonctionnalités qui arrivent souvent sur du desktop, du mobile ou des applications actives, mais pas toutes. Et donc finalement, on n'impacte pas toutes les plateformes de la même manière. Et puis l'organisation, alors moi je dis souvent contexte à la place d'organisation, c'est finalement dans quel contexte va être utilisée cette nouvelle fonctionnalité, quels utilisateurs vont être impactés, est-ce que ce sera tous, à quel moment du cycle de vie de l'utilisateur dans le produit ça va être utilisé. Parce que ça en fait, ça permet de mesurer où se trouvent les risques à ce moment-là. Et comment ça se passe en fait? Et bien, en gros, on concentre notre attention sur un de ces grands sujets, on identifie un premier risque, et à partir de ce premier risque, l'équipe doit réfléchir à comment elle couvre ce risque-là par des tests. Donc très rapidement, elle dit on a besoin de ce test-là et ce test-là, et on couvre ce risque-là. Parfois, il faut aller un peu plus en profondeur, mais en tout cas, on signifie pour un risque les tests dont on a besoin. Et l'atelier, alors la première fois qu'on le fait, il prend une demi-heure, mais maintenant, il prend que 5 minutes, voire moins. Vous avez votre testeur qui arrive avec la user story, qui dit, bon, ok, quels sont les risques qu'on a avec cette US? Et vous avez le développeur et le PO qui vont commencer à réfléchir avec le testeur et qui vont, sous forme d'une mind map, construire tout de suite un grand graphique de tous les impacts et de tous les tests qui sont nécessaires. Et ça va servir de base pour notre testeur, pour écrire ces UAT pour la user story. Et là, effectivement, à ce jour, on maîtrise tous les risques que l'on prend sur chaque US. Donc, maintenant, on a la technique. Comment on va déployer cette méthode-là? La tentation, régulièrement, c'est on va se construire un plan détaillé avec des étapes, etc. Et on va sans doute se mettre une marche très très haute parce qu'on est super enthousiaste, on a envie d'y aller, on a envie que ça aille vite. Et généralement, cette première marche, elle rend le truc absolument impossible à réaliser. Donc, ok, on peut être petit bras et commencer avec quelque chose de très simple. Donc, on s'est décidé à dire que pour chaque sprint, on allait prendre une user story, on allait la choisir ensemble et qu'on allait effectivement rédiger de manière très simple les tests sans partir dans quelque chose de trop pointu ou technique. Et puis après, on déploierait le plan par la suite. Et l'idée, c'est la première chose qu'on nous demande, c'est
quelles seront les prochaines étapes dans ce cas-là? À quel moment on passe à plusieurs stories, plusieurs user stories, etc. Et là, la première chose qu'on fait, c'est justement le plan, on va le construire de manière itérative. C'est-à-dire qu'on a ce point de départ, on a éventuellement une cible qui est se dire qu'on devrait couvrir toutes nos user stories, mais on va commencer par faire de la rétrospective sur la manière dont ça se passe, trouver de l'amélioration continue, mettre en place quelque chose de nouveau, faire à nouveau de la rétrospective, à s'améliorer et arriver enfin à pouvoir couvrir toutes les user stories ou même vérifier que c'est nécessaire de toutes les couvrir avec cette méthode-là. Et donc, effectivement, on commence à y aller par petits bouts et à mesurer régulièrement. Les premiers résultats, en fait, je vais utiliser un outil qui s'appelle le Burn on Chart qu'on trouve en Scrum, qui est très classique, et je vais vous raconter un peu comment ça se passait avant. Alors, avant, le Burn on Chart, juste pour si ça vous a échappé, en bas, vous avez la durée du sprint, et à la verticale, vous avez le nombre de points, de story points qui ont été pris au début du sprint. Et l'idée, c'est de mesurer la manière dont l'effort se passe, et c'est de réussir à créer la plus belle diagonale possible pour s'assurer que l'effort est constant et qu'on s'en sort bien. Au tout début, bien avant que l'équipe embrasse ce genre de méthodologie, le sprint il ressemble à ça, il commence doucement, il y a une toute petite tâche qui est finie généralement, et après il y a une longue traversée du désert, et le sprint se termine toujours après. Alors parfois c'est 2 semaines plus tard, donc ça fait un sprint de retard. Ça peut être beaucoup plus selon les équipes de Colissimo. Là c'est une équipe qui avait 1 à 2 sprints de retard. Quand on a commencé à travailler avec cette méthodologie-là, au tout début, il y a eu un impact premier. Alors, on avait à peu près le même début d'août et après une longue traversée du désert, mais tout à coup, l'équipe, comprenant qu'elle avait des responsabilités vis-à-vis du test, s'est mise à terminer systématiquement à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fin du sprint, on avait réellement un incrément qui était déployable. Mais ça crée une énorme pression sur la fin. Donc, pas forcément quelque chose de très pérenne, parce que finalement, on a laissé souffler. Aujourd'hui, alors qu'on a déployé ça déjà pas mal de temps, mais on a eu pas mal d'améliorations continues, etc., on est plutôt sous la forme d'un petit escalier plutôt joli, avec encore un effort important sur la fin du sprint. On termine toujours à l'heure, mais il y a encore un peu de pression sur la dernière journée, donc ce qui montre qu'on a encore besoin de s'améliorer et qu'on va devoir trouver des pistes d'amélioration ensemble. Mais tout à coup, on commence, on fait et on finit ensemble. Tout ce qui est pris au début du sprint est toujours fini ensemble à ce moment-là, à la fin du sprint. Et c'est pas fini, parce qu'effectivement, ça c'était que l'épisode 1, mais on va pouvoir avoir un épisode 2 qui est une phase d'optimisation, d'amélioration, comment ça s'appelle, d'empowerment. Et l'optimisation, ça a été construit avec un outil qui vient du product management, qui est une XP map, et on a regardé l'experience map d'une user story d'un point de vue test pour voir comment on trouverait des pistes d'amélioration. Une XP map, ça se présente sur la forme de 5 grands couloirs qui sont les étapes, les grandes étapes par lesquelles on va passer une user story, les actions qui sont menées dans ces étapes-là, les questions que la personne qui pourrait se poser à ce sujet-là, la perception qu'elle en a de manière très psychologique, et à partir de ça, les opportunités qu'on pourrait saisir. Donc on va reprendre une user story, vous vous souvenez des grandes étapes, conception, build, évaluation, que j'ai présenté un peu plus tôt, et maintenant on va commencer à regarder les actions qui sont menées. Pendant la conception, les grandes actions, je les ai aussi présentées, c'est le risk management, l'atelier de risque, la rédaction du AT et la création d'un dataset. Pendant l'atelier de risque, les questions qu'on se pose, c'est que doit-on tester? Et aussi, on se pose si la question, c'est l'user story est-elle bien découpée par rapport à son degré de testabilité? Est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner est-ce qu'on pourra le tester sereinement? Est-ce que c'est pas quelque chose de trop gros, etc. La perception qu'on a, c'est que tout à coup, et ça, c'est devenu immédiat, c'est que notre PO, qui est à ce moment-là en train de devenir PO, il est en phase de progression, il dit que le test est devenu un outil qui lui permet de mesurer la user story, la qualité de ce qu'il est en train de produire. Et ça, c'est juste essentiel. À ce moment-là, on ne voit même pas d'autres opportunités d'amélioration parce que lui-même le raconte de manière très directe et il se dit, en fait, c'est plus qu'une béquille, c'est vraiment un support pour moi qui m'aide à devenir meilleur. Hop, la rédaction des UAT, en fait, ce qu'on se pose comme question à ce moment-là, c'est comment l'utilisateur va-t-il utiliser notre produit et rédiger des cas de test qui répondent à ça pour les couvrir.
La perception qui se pose, la question qui va se poser immédiatement, c'est en fait, pour pouvoir faire ça, on a besoin de bien connaître nos utilisateurs. Si on ne les connaît pas, si on ne sait pas comment ils utilisent notre produit, jamais on va pouvoir écrire les bons UAT. Et tout à coup, l'opportunité, elle est devenue évidente. C'est qu'on va recueillir beaucoup plus souvent le besoin utilisateur. Bien sûr, au départ, on y pense pour le test, mais ça va devenir quelque chose de très important pour que le produit en lui-même devienne de plus en plus performant. Donc, et tout à coup, en fait, comme le back-office le produit qui est en train de développer, c'est pour les commerciaux de Colissimo, les commerciaux sont dans la maison, il est très facile de les faire venir et de parler avec eux à ce moment-là, et donc de recueillir leurs besoins. Le dataset, donc le jeu de données, finalement, c'est de quoi on a besoin pour tester correctement. Et la perception qu'on a, c'est que c'est vraiment chiant. Recréer des nouveaux comptes parce que les autres sont expirés ou parce qu'il y a des cas spécifiques pour cette US, c'est vraiment quelque chose de fatigant. Et donc, la première opportunité qui va être saisie, avant même d'automatiser le produit, on va automatiser la création de jeux de données parce qu'on sait que ça va nous faire gagner énormément de temps. Et donc, ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place très rapidement. Maintenant, je vais arriver sur les dernières étapes, le build et la validation. Donc, le build, les actions, c'est en termes de tests, pour l'UAT, on va exécuter, pour l'US, on va exécuter les tests d'acceptation à ce moment-là. Notre développeur, il va se poser deux questions. Ce que je développe est-il bien conforme à ce qu'on attend de moi? Et c'est toujours important de vous dire que le code que vous trouvez en production, c'est ce que le développeur a compris. Ce n'est pas ce que ce que le PO avait dans la tête, c'est ce que le développeur a compris. Et le développeur, parce que effectivement c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait, il va aussi s'assurer que ce qu'il livre est de qualité. Donc il se rassure par l'exécution de tests d'acceptation. La perception, c'est que pour notre développeur, les tests sont devenus un guide. Tout à coup, il s'est rendu compte que ça devenait beaucoup plus précis que parfois certaines règles de gestion. Il comprenait comment ça allait être appliqué et que c'était comme ça qu'il allait pouvoir développer. Et puis, lui qui était parfois déconnecté du fonctionnel, il se dit, en fait, maintenant, je comprends. Comme tout est rédigé d'un point de vue utilisateur, je comprends comment ça va être utilisé. Les tests racontent le produit. Et notre opportunité, mais qui a été immédiatement saisie, c'est, en fait, les tests vont devenir une partie intégrante de notre documentation produit pour les gens qui passeront derrière nous, en fait. On va optimiser la manière dont on les rédige pour pouvoir en faire une documentation et gagner beaucoup de temps avec ça. J'arrive à les phases de validation, donc avec cette partie où on vérifie les user stories et la partie de non-régression. La vérification de la user story, c'est en gros la livraison est-elle conforme à l'attente, et la perception qu'on en a, c'est notre product owner qui va en parler, c'est est-ce que c'est pas un manque de confiance de faire ça? Après tout, l'équipe elle est super engagée, super motivée. Est-ce que arriver comme un inspecteur des travaux finis, c'est pas juste les insulter? Et ça, on l'a vu directement. L'équipe ne le percevait pas comme ça, mais en tout cas, ils ont apprécié cette démarche du PO. Et en gros, on a directement supprimé cette étape-là, parce qu'en fait, on s'est dit que l'équipe était suffisamment mature. Et on est super serein désormais, et on n'a pas de soucis. Hein. On est toujours conforme aux attentes. La phase de non-régression, en gros, on va vérifier qu'on n'a pas cassé l'existant. Ça, c'est très simple. La phase de non-régression, elle est super lourde. C'est une charge très répétitive, et plus votre produit grossit, même si vous maîtrisez parfaitement vos impacts, etc., plus effectivement vous allez devoir en faire. Donc forcément, on ne va pas pouvoir rester en manuel très longtemps. Tout d'abord, on va quand même optimiser la phase de non-régression, simplement en faisant des livraisons en cours de sprint plus régulières pour pouvoir optimiser cette phase de non-régression. Et surtout, c'est le moment où l'automatisation s'impose d'elle-même. On ne pourra pas rester très longtemps dans le manuel. Donc aujourd'hui, l'équipe fait du test automatisé end-to-end sur ce sujet-là. Désormais, si je devais résumer ça, c'est que l'équipe, elle est agile sur un sujet. C'est la manière dont elle a construit, la manière dont elle aborde le test, parce que c'est ça qui se passe, c'est complètement agile. Elle est capable, elle s'est responsabilisée dessus, elle s'accorde le droit à l'erreur, on fait vraiment confiance, et donc peut-être que parfois il y a des erreurs, on n'accable pas la personne à ce moment-là. Elle mesure régulièrement ce qu'elle fait, par de la rétrospective bien sûr, mais elle a également toute une capacité, le testeur reste très attentif à ce qui se passe, et elle délivre en petits morceaux, elle s'améliore régulièrement à ce niveau-là. Donc on pourrait se dire, waouh, super, ils sont devenus agiles sur le test, c'est super, et
ils ont atteint leur mission. Sauf qu'en fait, est-ce qu'elle est vraiment agile que sur ce sujet-là? Et c'est là l'effet qui se coule. Il y a eu un bienfait complètement, un effet collatéral qui était un peu anticipé, mais qui est encore plus agréable quand tout le monde en a conscience. C'est que si vous regardez ce graphique de John Cutler que je vous ai présenté tout à l'heure, au tout départ, je vous ai dit, la première étape, c'est d'arriver à la ligne 3 et on aura déjà quelque chose de très très bien. Aujourd'hui, plusieurs mois après, tout ça, ça a été commencé en septembre et ça fait un petit moment maintenant, l'équipe, elle en est là. L'équipe, elle est capable de modéliser ces nouvelles fonctionnalités, les construire, les tester, les mettre en production et même assurer son run dans les mêmes unités de temps. Et moi, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Florian. Il y a des questions-réponses si tu veux les regarder, les consulter. Alors, on va commencer par Régis. Celui PowerPoint, je pense que tu as dû le voir. Les supports ont été faits en PowerPoint. Ensuite, Alexandre, dans cette logique d'intégrer la création des UAT dans la partie conception, est-ce que ça met en cause la durée du sprint? Non. Il y a eu cette tentation de faire des sprints de 3 semaines, mais non. Au contraire, les sprints ont gardé leur durée de 2 semaines qui était initiale. Effectivement, on a eu un temps d'adaptation qui fait qu'on a pris moins de points de complexité par sprint dans un premier temps, parce que le déploiement de la méthode sur les 2 premiers sprints a été un petit peu lourd. Il y a un temps d'adaptation et de montée en compétences. Aujourd'hui, l'équipe, elle délivre beaucoup plus, en fait, parce qu'elle a beaucoup moins d'anomalies, donc elle a plus de temps pour builder, et elle délivre largement plus de points de complexité. Ok, Jody, ça a été fait avec PowerPoint. Hein. Alors, Alexandre, est-ce que l'étape de suppression du check US ne peut se faire qu'après une étape d'optimisation? Je ne pense pas. Je pense qu'au début, on avait établi ça un peu ceinture bretelle en se disant ça va être intéressant d'avoir ce petit contrôle-là. On s'est vite rendu compte que ça n'avait aucune utilité et que finalement, comme le disait notre PO, c'est plus un problème c'est presque vu comme un problème de confiance vis-à-vis de nos développeurs. Donc, si je devais vraiment, si un jour quelqu'un devait essayer de mettre en place ce genre de méthodologie, je pense que cette étape-là, il faut s'en passer, très sincèrement. Alors, les UAT, quelle forme ça peut prendre? Au tout début, c'était écrit de manière très simple où on indiquait quel utilisateur on prenait et en une phrase ce qu'on devait faire et le résultat qu'on devait obtenir. Donc quelque chose de très basique qui finalement n'impliquait pas de grosses montées en compétences. Aujourd'hui, parce qu'on est dans une phase d'automatisation et donc on a besoin de ça, on a anticipé la rédaction, on est en Gherkin, parce qu'effectivement, ça nous a, dans un premier temps, il y avait un temps de montée en compétences. Et effectivement, oui, exactement. En tant que j'ai besoin de. Enfin, ça, c'était. Non, c'est le Gherkin, c'est given one then, donc l'état donné, ce que je fais et ce que j'obtiens. Et en fait, ça nous a permis effectivement de directement passer à la phase d'automatisation, puisqu'on avait déjà un testeur qui était mature sur la rédaction de Gherkin. Voilà. Je vais regarder Elodie, le check US. Alors, est-ce que ça peut être un moyen de prendre la main, identifier de nouvelles améliorations et pour un nouvel incrément? J'avoue que c'est quelque chose qu'on fait vraiment pendant la sprint review. Et c'est beaucoup plus intéressant d'en parler tous ensemble plutôt que d'avoir juste un PO qui est face à la réalisation de quelque chose et qui finalement ne se pose pas de questions. Enfin, qui va pas forcément se poser autant de questions que toute l'équipe. Est-ce qu'il y a une équipe de run à part au début? Ouais, au tout début, et ça c'est un truc intéressant, c'est que le run est complètement dissocié de la partie build et que embrasser un peu cette logique DevOps où on devient plus autonome sur notre propre stack, c'est quelque chose qui s'est manifesté à partir du moment où l'équipe était beaucoup plus sûre d'elle-même dans ce qu'elle était en train de livrer. C'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'autre chose qu'une montée en confiance de l'équipe. Et alors, attends, Régis, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire les dessins? C'est d'Illustrator, en fait, en gros, c'est fait à la tablette numérique avec Illustrator. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande, faut-il forcément avoir une
Une équipe dédiée, je suis désolé, je ne comprends pas trop la question. Désolé. Mais si tu veux bien la reformuler, c'est cool, j'y répondrai avec plaisir. Ouais, alors les user stories semblent être le point d'accroche des UAT. Ouais, effectivement. Pour moi, et je pense que, désolé, hein, c'est moi qui ai peut-être influencé l'équipe dans ce sens-là, c'est là où, au moment où je me suis dit qu'on devait accoler des UAT directement sous une US, parce que c'était le meilleur moyen d'avoir ce grain très fin dans le développement, je comprends exactement l'attendu de ce que je dois développer. Je sais que ce n'est pas forcément le cas partout. Et il y a des gens qui vont finalement embrasser une grande fonctionnalité et écrire tous les UAT sans penser aux US. Ouais, nous, on est basé sur autre chose, quoi. OK. Alors, l'optimisation des UAT, on a une chance. C'est qu'on a une solution maison chez Colissimo qui s'appelle Tamarin et qui, en gros, lance des scripts de cette manière-là. Au départ, ça avait été créé chez Colissimo pour générer des numéros de colis à la volée, pour pouvoir tester donc des jeux de données, des numéros de colis à la volée pour les gens qui faisaient du suivi colis. Et aujourd'hui, c'est devenu un outil beaucoup plus large. Et nous, en fait, en gros, on se l'est réapproprié, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé de solution pour nous, mais on se l'est réapproprié pour passer dans une forme beaucoup plus end-to-end de nos tests et appliquer quelque chose qui n'avait pas été anticipé par Tamarin, mais Tamarin s'y prêtait parfaitement. Donc ça, c'était une chance. On avait globalement déjà la maison qui nous permettait dans la maison, quelque chose qui nous permettait d'automatiser, et ça a été un vrai gain de temps. Alors, est-ce que j'ai eu de la résistance de la part du... Alors, ouais, il y a de la résistance. Ouais, déjà, pour la seconde question, on est bien en Scrum Board. Ouais, absolument. Il y a eu de la résistance. Pas de la part du PO, ni du testeur, ni du développeur, mais du management, qui en gros s'est dit, mais vous allez tout péter. Si vous n'arrivez plus à avoir ces grandes phases de recettes qui rassurent, vous allez juste déployer de la merde en prod. Désolé, hein, je suis un peu vulgaire, mais c'était globalement la teneur de la conversation que j'avais. Et à ce moment-là, moi, j'accompagne actuellement 3 équipes au sein de Colissimo, et effectivement, les 3 équipes avaient le même problème que celle que je vous ai présentée. On m'a dit, tu ne déploies surtout pas ça ailleurs que dans cette équipe-là, parce que quand tu te seras vautré, et c'était vraiment ça qui était annoncé, quand il faudra revenir en arrière, il ne faut pas qu'on ait besoin de revenir en arrière sur plus d'une équipe. Aujourd'hui, on est en train de déployer ça sur d'autres équipes, et on est en train d'aller plus loin. Mais voilà, en tout cas, la vraie réticence vient de la direction qui, tout à coup, avait un modèle de gestion de projet, et notamment d'une vision de la qualité du test qui était dérivé du cycle en V, et qui se disait, la non-régression, l'exécution de test, la création de la modélisation, tout ça, tout doit être fait par le testeur. On ne peut pas faire confiance aux développeurs dans les tests. Il faut qu'il y ait un temps donné uniquement pour ça et que ce soit bien marqué dans le cycle de création du produit. Voilà. Thomas qui me demande s'il y a un replay. Alors, oui et non. En fait, il y a effectivement ça. C'est pas tout à fait la même, malheureusement. Donc, voilà, il y a sur le site de la PariTestConf, il y a effectivement un replay. C'est pas tout à fait la même parce que j'ai accentué certaines choses en termes de discours notamment. Voilà, désolé, mais si tu veux, et le son en plus n'est pas génial. Donc voilà, mais je pense que comment dire, attends quand même que Frug Agile poste prochainement sur leur chaîne, ça sera plus intéressant. Hop. Une toute dernière question. Ouais, alors attends, je crois que c'est bon en fait. Non, j'ai Idriss qui me dit top Oui, le management perçoit moins bien la dynamique des équipes. Ouais, je pense que c'est le prochain grand défi et qu'a Colissimo, c'est comment dire, autoriser les équipes à se responsabiliser elles-mêmes, à gagner en responsabilisation, c'est-à-dire l'autogestion, tout simplement. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ADN de Colissimo. Sans doute, c'est leur histoire qui raconte ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est en cours cette année. Il y a vraiment un travail qui est engagé, mais c'est vraiment le management qui pourrait un jour... je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas de gouvernance agile, on a beaucoup de mal à conduire un changement agile direct, complet. C'est ça qui m'intéresse.
Mmh. Ouais, moins de contrôle, plus de facilitation. C'est exactement ça, je pense. Euh, Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut nous autoriser à nous planter, à faire des erreurs, mais mesurer régulièrement pour qu'on n'aille pas trop loin dans l'erreur. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas enfin, moi je l'ai vu ailleurs, hein, je ne peux pas accabler Colissimo pour ça, c'est très compliqué, parce qu'en gros, dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes, où la compétition est très chargée, et où effectivement, le droit à l'erreur devrait être, on a envie de l'effacer de nos possibilités, et ben en fait, euh, non, on n'arrive pas à l'accorder à quelqu'un, en fait. On n'arrive pas à se dire, à dire à l'équipe, vous allez peut-être vous planter, mais c'est pas grave parce que vous allez apprendre. Non, en fait, on n'arrive pas encore à leur dire. Alors, je vous invite à poursuivre les conversations dans le Discord qu'on a créé dans le cadre de la conférence Truc Agile. Bah, merci beaucoup, Florian, pour ta présentation. C'est Merci à vraiment vous. super intéressant. Merci beaucoup. Et merci pour vos questions. Merci pour l'invitation. C'était vraiment très agréable d'être avec vous. Passez une bonne après-midi.